Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Bienvenue à toi aussi, Frédéric. On va s'entretenir avec toi sur 6 œuvres qu'on a choisies parmi l'ensemble de tes livres. On a une petite heure, donc on sait que c'est assez court, tant l'œuvre de Frédéric est dense. On va procéder par ordre chronologique et puis aborder différentes problématiques liées à son travail, à la fois les problématiques d'ordre technique, et puis évidemment on parlera de narration, on parlera d'édition et de tout un tas d'autres choses. Certainement beaucoup aussi des références qui s'égrènent dans l'œuvre de Frédéric. On va commencer du coup avec cet autoportrait qui nous a tout de suite fait penser à l'œuvre gravée de Rembrandt, qui a fait bon nombre d'autoportraits. Ça va nous donner l'occasion de parler et de se débarrasser très vite de la question technique de l'eau forte que Frédéric utilise dans la plupart de ses œuvres. Il a aussi travaillé en peinture à l'huile sur de très grands formats, mais la constante en 20 années de production de bande dessinée, ça reste la gravure en eau forte. Alors, très rapidement peut-être, est-ce que tu nous expliques ce que c'est que l'eau forte, ou tu veux que je le fasse? Non, non, je peux le faire. Alors, l'eau forte, c'est une technique effectivement de la Renaissance. Ça consiste à dessiner sur des plaques de métal. Peut-être que vous connaissez tous, peut-être que je parle... non, bon. Le dessin est sur une plaque de métal. Il y a plusieurs techniques pour... c'est le début de l'impression. On invente plusieurs techniques, dont l'eau forte. L'eau forte, on ne grave pas directement à la force du poignet dans le métal, mais on utilise des acides, d'où le mot eau forte. Et pour faire creuser des sillons qui deviendront le dessin, on le protège cette plaque de métal qui a été polie à la main, c'est la partie la plus laborieuse, comme un miroir. Et donc on le protège avec un vernis. Qui est très sombre. Qui est très sombre, un vernis brun très sombre, qui reste un petit peu souple. Et je dessine ensuite avec, j'ai longtemps utilisé un vieux manche de pinceau sans poil, dans lequel j'avais fiché une aiguille. Donc ça fait un trait très précis, parce qu'on est vraiment avec une pointe d'aiguille. On plonge cette plaque dans laquelle on a fait son dessin dans l'acide. L'acide va ronger là où on a gratté, et tout le reste parfaitement lisse et bien poli. Et là, on peut jouer sur les degrés de noir qu'on va avoir dans les traits, oui, on va en parler via des images. Hein. J'ai trouvé quelques images très typiques de ça. Comme en général, je travaille sur zinc. Après, il y a des différences plus techniques. Ça peut être sur cuivre ou sur zinc. L'attaque de l'acide ou du perchlorure est différente suivant le métal. J'aime bien le zinc parce que la tendance, avec le temps qu'on lui laisse dans l'acide, à élargir le trait, donc avoir des traits très larges. Ici, on voit les personnages sont en traits assez larges, et puis dans le fond, il y a des traits à peine marqués. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Voilà, donc ensuite, le dessin se fait petit à petit avec le temps dans l'acide. On rebouche les traits qu'on estime être suffisamment mordus. Alors, la première morsure, en général, pour moi, c'est à peine un quart de seconde. Je la plonge, je le retire tout de suite, et ça y est, c'est déjà marqué, mais ça va donner des traits à peine visibles, des gris très légers. Et puis les derniers traits vont être peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, suivant la largeur et la graisse que je veux avoir dans le trait. Ensuite, en fait, on retire le vernis, voilà. Et puis on passe une encre très grasse sur la plaque. Et le travail consiste ensuite à essuyer la surface de la plaque. L'encre restant dans les sillons permet au dessin d'exister une fois qu'on passe la plaque sous une presse avec un papier humide qui va récupérer là tout ce qu'il y a dans les sillons. C'est ça, on a un papier qu'on a mouillé la veille souvent, qui est juste frais, bien souple, et on va le passer sous une presse avec une pression énorme, avec des feutres pour vraiment aller chercher toute l'encre qui restait dans les sillons. Là, il y a un côté technique de coup de patte pour retirer toute l'encre en surface sans retirer celle qui est dans les petits traits. Et puis on peut faire des multiples, c'est un moyen d'avoir des multiples. Bon, alors, comme procédé pour faire de la bande dessinée, hein, c'est quand même assez original dans le panorama contemporain, voire même un peu anachronique. Et c'est la constante de ton travail. En 20 années, tu n'as fait que des livres
Alors non, il y en a un qui est peinture à l'huile, mais tous les autres sont travaillés avec cette technique de l'eau forte. On va parcourir du coup ton premier livre qui s'appelle Hortus Sanitatis. On a sélectionné des images, des séquences, et puis on a mis en regard de certaines des images les références picturales dont tu te sers dans ton travail pour en faire un hommage, pour faire un clin d'œil à celui, à celle qui connaît un petit peu la peinture, la gravure. Tu t'arrêtes quand tu veux sur telles images, hein, et puis on discute de ce qui se passe. Oui, alors Henri Landré, qui est à mes côtés, a proposé à Frédéric de sélectionner pour chacun de ces 6 livres 6 titres musicaux. Et donc ça va me permettre de vous ambiancer. Si ça fonctionne. Donc pour Hortus Sanitatis, quel titre as-tu choisi, Frédéric? C'est un duo, un Italien qui fait la musique et puis un chanteur nord-américain. Je suis toujours des blancs quand on me demande comment il s'appelle. Dark Mark et Not Wavy. Voilà, Dark Mark. Mark Onegan, quelque chose comme ça. Je me souviens, là j'ai un blanc. Et ils ont fait un album ensemble, juste un album avec cette chanson qui est très belle, qui parle de quelqu'un qui se repose. On comprend au fur et à mesure qu'il est dans une tombe sous un persimmon tree. L'arbre de persimmon. Oui, qui fait des gros fruits oranges. Ce premier livre, tu le fais alors que tu es étudiant? Je suis encore étudiant, oui, aux Beaux-Arts. Je suis invité. Frémoc, qui s'appelait pas Frémoc, qui s'appelait Fréon. Donc ton éditeur? Mon éditeur était passé à l'école 2-3 ans auparavant parce qu'il voulait organiser une espèce d'état des lieux de la bande dessinée contemporaine qui était tout juste émergente dans les années. Ça devait être 95, quelque chose comme ça, 96. Et donc ils étaient passés, là, à l'époque j'étudiais à Saint-Luc, à Bruxelles. Ils avaient repéré mon boulot, ils m'avaient proposé de participer à l'exposition. Puis ils ont publié, à l'époque où il y avait des revues, les éditeurs avaient des revues, ça s'appelait Frigobox. Et on était restés en contact, et un jour, j'avais déjà changé d'école, j'étais passé aux Beaux-Arts de Nancy, ils m'ont proposé de venir en résidence à Bruxelles pendant quelques semaines pour faire un récit dans ce qui devait être normalement un ouvrage collectif sur la ville de Bruxelles. Des récits de ville. Des récits de ville. Et du coup, tu en fais, toi, un récit autour de Bruxelles. C'est ça, ils ont vu les premières planches et ils m'ont dit ce serait presque la peine de faire un livre si tu fais au moins 32 planches. Donc, c'était une super aubaine pour moi, évidemment. Je connaissais déjà un peu la ville de Bruxelles, donc j'ai joué le jeu de refaire le tour de la ville. Et puis, il y avait une exposition sur la danse macabre. À l'époque, c'était Rubens, c'est la danse macabre, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que ça pouvait faire une figure intéressante, surtout que dans le même musée, il y avait aussi la peinture de Van der Weyden, la fameuse peinture avec Marie et sa tante. Qu'on va voir évidemment après, dans le livre. Et puis il y a aussi d'autres références. S'il y a bien un artiste, Ensor, qui est central pour Bruxelles. Donc voilà, j'avais un jeu de citations centrales pour structurer le récit. Je travaille encore comme ça, c'est devenu une constante. Je travaille en mettant en parallèle des images, en les faisant vibrer entre elles. Plus que de constituer un récit qui est une narration temporelle, j'aime bien mettre en parallèle des images et construire le récit par choc. Et puis après, d'un duo d'images, il va y avoir un rayonnement à droite et à gauche. Et voilà. Une gravure de James Ensor, qui du coup ne s'est pas illustrée qu'en peinture, mais qui a fait de très très belles gravures. On est en plein cœur de Hortus Sanitatis, le jardin de santé. C'est une danse macabre, comme tu le dis, et la mort s'occupe tour à tour de différents personnages. Ici, c'est Saint-Michel, certainement, Saint-Georges. Oui, enfin le chevalier. Dans la série de Holbein de danse macabre, je crois que ça s'appelle le chevalier, la danse. Il danse avec le chevalier. Alors, je l'ai retrouvé, moi, sous les traits de Hans Memling, qui est un peintre flamand que tu dois aussi apprécier, autant que Roger de la Pasture et tous les autres. C'est une des références. Ici, c'est la fameuse peinture dont tu parlais. Donc, qui est mis en parallèle avec la scène qui est la gravure la plus connue, le chevalier qui perce, qui se bat contre la mort lui perce le ventre, le chevalier perce aussi la mort.
Et il y a une similitude d'attitude, mais en même temps, dans la gravure de la peinture de Van der Weyden, les deux femmes, l'histoire, c'est que la tante, qui a 70 ans, ne peut pas croire que Marie est tombée enceinte magiquement. C'est complètement improbable. Donc elle va voir elle va voir Marie, et puis elle veut vérifier qu'elle est bien enceinte, donc elle lui touche le ventre, et les deux se touchent le ventre, et au moment du contact, au lieu de provoquer la mort comme dans une relation masculine, là, c'est la vie qui est transmise, et la vieille tante de 70 ans tombe elle aussi enceinte, instantanément. Et voilà, donc je trouvais le parallèle assez fort, et c'est en gros le passage central du livre. Tout à fait. On retrouve d'ailleurs cette image en couverture, oui. Puisqu'il y a l'arbre de vie derrière, oui. les deux squelettes, du coup, qui n'ont plus de sexe. On peut tout à fait imaginer qu'il s'agit de ces deux personnages-là. Il y a des échos beaucoup à la peinture flamande, Bosch, Bruegel. Ça, j'ai mis quelques bonnes heures à retrouver la référence. Oui. Je la voyais en couleur, et finalement, c'est un des panneaux du polyptyque du jugement dernier, de Bosch. Là encore, une référence à la peinture. En fait, dans tes bandes dessinées se croisent à la fois la gravure, la bande dessinée, la peinture, parfois le cinéma. Oui. Ça se retrouve, le cinéma, on le retrouve dans le jeu des cadrages surtout, puisqu'il y a quand même toute une série d'inventions de cadrage qu'on ne trouve pas dans la peinture avant le cinéma. Le fait qu'il y ait un cadrage imposé par la technique change la donne, et c'est un cadrage qu'on retrouve aussi dans mes dessins. Oui. L'idée d'un gros plan, c'est pas quelque chose qui existe spontanément, ou des plans coupés, etc. C'est pas des choses qu'on a dans la peinture renaissante. Dans ce livre, encore un petit hommage à Bosch. Ouais. Là, regardez le petit personnage qui est en bas à droite, c'est lui. Dans ce livre, la mort arrive à transpercer tout le monde, oui. Mais quand il s'agit de transpercer Marie, il y a une explosion, et il y a une naissance qui émane de cette explosion, ce fameux arbre de vie. Alors là, une très belle vue de Bruxelles, vue de haut. Tout un tas de petits personnages. Et puis la naissance, ici, dans un hommage à Marcel Broutart, et cette sculpture. Le Moisselbot. Voilà, qui s'appelle tout simplement le pot de moule à la sauce blanche, je crois. La mort est un peu blasée, du coup. Elle erre dans les contrées, et puis elle va à la rencontre de cette femme qui touche son sexe. On retrouvera une image assez célèbre par la suite. D'autres échos à la peinture flamande, indirects ou directs. Est-ce que tu aimes expliquer ton travail, Frédéric ? Alors, il y a une chose... oui, je suis en train de le faire là, mais il n'y a pas de récit secret qui serait difficilement compréhensible. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est, comme je l'ai dit, de mettre des images en relation. Donc, après, c'est une question de grille de lecture. C'est vrai qu'au début, les premiers livres, on est à peine en 2000, le monde a beaucoup changé, le monde de la bande dessinée a vraiment changé depuis, mais à l'époque, on était quand même... il y avait la bande dessinée belge, les mangas, et puis pas grand-chose d'autre, les comics. Mais ça restait quand même, avant tout, un jeu de narration d'une histoire avec un début, une fin, une progression, des problèmes pour les héros. Mais bon, on était... l'idée d'un autre mode de lecture, moi je rapprocherais plus une manière de construire comme si l'équivalent littéraire serait la poésie. Donc il faut avoir d'autres attentes et une autre grille de lecture que c'est pas un roman policier, c'est pas ça. C'est comme si on ouvre un roman policier et qu'on a la grille de lecture de la poésie, on va être déçu, et inversement, si on lit une poésie en cherchant qui est l'assassin, on va aussi être déçu. Je te posais la question parce que ce livre, qui est certainement le plus complexe de l'ensemble, là, effectivement, on peut le parcourir pour la beauté des images, puis dès lors qu'on se met à chercher un petit peu ce qui se passe derrière, s'ouvre un univers très différent. Et du coup, cette question-là de décoder tes images, qui est une vraie question, je trouve que dans le temps, elle s'efface au profit davantage de clarté, de lisibilité.
du propos, mais aussi de l'histoire. Hein. Vous allez certainement le voir au travers des images qui vont succéder. Henri, tu as peut-être une question sur Hortus Sanitatis? Non, je me disais qu'on pouvait avancer sur le suivant, mais peut-être justement écouter un petit morceau de musique que tu as choisi pour Vie et mort du héros triomphante, et peut-être questionner ça, justement. Tu fais ce livre un an après tes études. Oui. Il est important en termes de nombre de gravures. Oui, alors c'est beaucoup de planches et c'est le premier livre après les études. Donc on n'a plus accès à l'atelier, là les questions deviennent sérieuses. Il faut... Et puis, oui. Donc, quand tu parlais aussi de raconter mes livres, moi-même, je les découvre encore. Il y a une part, évidemment, dans le fait d'associer des images d'une manière libre, ou des chapitres entre eux. Il y a une grande part de travail inconscient. Et donc, même moi, je découvre des rapports inconscients qui se jouent dans mes livres. Donc, oui. Donc, il y a une part importante de toi Je pense qu'il y a une énorme part d'autobiographie, transmutée complètement d'un point de vue presque alchimique pour en faire une narration. Mais je suis un peu tous les personnages. Je suis Madame Bovary, comme tous les écrivains. Mais... Donc ici, tu es tour à tour un héros triomphante, oui. Qui est un petit personnage corseté dans des bandelettes, hein, une sorte de momie. C'est ça, je suis à la fois une momie dans le premier livre, je suis et le roi déchu et l'enfant corseté de bandelettes. Oui, il y a matière à donner encore beaucoup d'argent à mon psychanalyste. Tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'être dans ta tête pour pouvoir lire ce livre. Tu dis « J'ai conscience qu'il est assez difficile. C'est même sans doute le plus difficile assemblage que j'ai osé proposer à la lecture. Pour chaque livre... » Ça doit être une vieille interview, parce que je pense que j'ai fait encore plus dur depuis. Je pense. Je me constitue un univers de référents, à la fois d'images et aussi de textes. Là, on traverse vraiment les images, les styles, les époques dans ce livre, des motifs de l'art ancien, à partir d'une fouille archéologique. En fait, tu reconstruis un récit à partir de la fin d'un personnage, hein, c'est ça? Oui, j'ai essayé de construire comme un récit initiatique à l'envers. On commence par la mort du héros, par sa tombe, et puis comme si des archéologues essayent de reconstituer ce qu'a pu être la vie à partir de fragments. La notion de fragment, même dans les dessins, on voit, c'est très fragmentaire, il y a de grands espaces blancs. C'est quelque chose de récurrent dans tous mes travaux. Le récit fragmentaire, parce qu'il faut, je pense, laisser toujours l'espace dans lequel le lecteur peut se projeter. Alors tout le jeu va être de trouver quelle distance il faut laisser, quelle zone de blanc il faut laisser pour ne pas perdre complètement le lecteur qui va juste se mettre à feuilleter des images, mais en même temps pas trop raconter pour pas que ça devienne ennuyeux si on est trop didactique, je pense. Et là, bon, je continue de travailler sur le sujet de livre en livre. Quand je regarde tes livres, on en parlait avec Henri ce matin, moi je t'imagine assez là comme un moine copiste, comme un ermite. Est-ce que tu travailles dans un atelier qui t'appartient? Est-ce que tu travailles seul dans cet atelier? Oui, effectivement, je travaille seul dans un atelier, dans la montagne, perdu au fond de nulle part. Et ça me va très bien. Ouais. Oui. J'ai longtemps travaillé dans les ateliers collectifs les premières années. Pour celui-là, j'allais imprimer de temps en temps. Je vivais déjà à la montagne, je vivais dans les Pyrénées à l'époque, mais j'avais pas de presse, donc il fallait que j'aille prendre le train avec mes plaques tous les mois, avec une vingtaine de plaques et aller imprimer. Tu rencontres d'autres graveurs, d'autres auteurs de bande dessinée? Alors oui, d'ailleurs Frémoc, la maison d'édition, c'est un collectif d'auteurs, c'est une association d'auteurs. On décide entre nous, on a un comité de lecture, on décide entre nous ce qu'on va publier, on travaille tous. Thierry Van Asselt est quand même au centre et c'est lui qui gère le côté fabrication réelle du livre. On
parlera peut-être après de ce que c'est qu'un livre. C'est pas juste un recueil de dessins. Il y a un énorme travail après de choix de papier, de qualité de scannage, de ce que c'est que de faire un livre, tout le graphisme, oui, on etc. va en parler, bien oui. sûr. Et là, même Frémoc en soi, il existe parce qu'on s'est rencontrés dans l'atelier de gravure de Saint-Luc. Ok, d'accord. Tous les membres fondateurs sont passés par l'atelier de gravure, et même Thierry a commencé par faire des monotypes pour son premier livre, Dominique, etc. Gloria Lopez, c'est Gloria ça Lopez, oui. Les frères Depré, oui, tout le monde. Dominique Goblet, voilà. Vincent Fortan. C'était un peu, oui, d'où d'ailleurs une fascination plus importante chez Frémoc pour la qualité de plastique. Oui, la plasticité. On utilise la peinture, la gravure, et tout un tas de médias consacrés, mais pas habituellement pour la bande dessinée. Tu rencontres aussi, j'imagine, tes semblables auteurs, autrices de bande dessinée à l'occasion de festivals? Oui, bien sûr. J'étais là à Angoulême dernièrement. J'ai rencontré ma compagne, Paz Boira, à la fête de réunion de Frémoc, entre Fréon et Amok. Donc oui, effectivement. Parce qu'on a invité avec l'équipe de Maison Fumetti à venir au musée un peu avant l'été dernier. Henri, sur Vie et mort du héros triomphante? J'ai l'impression que c'est l'endroit où comme tu l'expliquais, où tu vas de plus en plus vers l'espace blanc de la page, plus encore que dans le premier livre. Et puis ça va se confirmer, en effet, comme tu le disais. Et cette idée de laisser la place aux lectrices et lecteurs, est-ce que c'est un peu comme en musique, pour faire le lien avec les quelques choix que tu as donnés, de ne pas résoudre pour laisser un peu d'espace, donc ne pas forcément jouer le dernier accord attendu, mais laisser filer un peu? Oui, là on est vraiment dans des jeux formels de composition de dessin. Il y a un moment où on tue le dessin si on dessine trop, si on le cerne trop, et il faut toujours trouver le moment où s'arrêter. En général, on s'arrête toujours un tout petit peu trop tard. C'est quand ça commence à retomber, quand on se dit merde, il fallait s'arrêter un trait avant, ou surtout en peinture, c'est la même chose. Voilà. Là, ce livre-là, il y avait une contrainte technique, c'est que j'avais pas de presse, donc je pouvais pas faire de test facilement. Je venais à l'atelier avec une vingtaine de plaques, j'imprimais tout, je retournais, je faisais le bilan, savoir lesquelles je devais retravailler ou pas. Avec les années, maintenant que j'ai ma presse et mon atelier, c'est quand même beaucoup plus confort de pouvoir se dire tiens, je vais faire un test aujourd'hui et imprimer une planche. Oui, voilà. On voit dans ce livre le télescopage des époques, le Moyen-Âge évidemment, qui revient constamment, la Première Guerre aussi, il y a ces très belles images là dans les tranchées avec ce musée. On peut y voir peut-être un autoportrait de Rembrandt là au milieu. Je ne sais pas si c'est un bœuf écorché à côté là, mais bon, voilà une tranchée qui est quand même l'endroit même de la mort. Et puis le musée là qui se télescope. Il y a beaucoup de collages dans ton travail, différentes époques, différentes pratiques. On le verra pour L'homme armé qui mélange à la fois le comics américain, la peinture à l'huile, la gravure, la bande dessinée. Oui, voilà, c'est très bien dit. Oui, oui, c'est ça. La Première Guerre mondiale, c'est vrai que c'est la première guerre où il n'y a pas de héros, justement. C'est une guerre de massacre par artillerie, donc il n'y a plus la notion de héros, de champion, de combat de champion. Et voilà. Tu soignes particulièrement les entrées de tes personnages, leurs sorties aussi. Les fins sont toujours très wagnériennes, on dira. Il y a toujours quelque chose d'accompagné par la musique des anges, etc. Quelle importance tu accordes à la structure du récit, aux différents points de structure, l'entrée du personnage principal, l'événement déclencheur, le climax, l'apogée et puis le dénouement. Est-ce que tu as appris à écrire? Est-ce que ça te vient naturellement? Est-ce que c'est... Oui, j'ai étudié Saint-Luc à l'époque où on étudiait encore la bande dessinée d'une forme très conventionnelle, donc à construire son récit, avec comment cadrer pour faire apparaître les personnages, etc. Donc ça me reste évidemment. Après, qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai perdu le fil.
Non, sur la structure narrative, sur l'écriture. Ouais. Comme tu écris par oui. l'image. Alors, c'est ça. Comme il n'y a pas de texte à transformer, il n'y a pas de scénario à transformer en image, et que c'est par jeu de construction progressif. Bon, j'ai des thématiques dès le départ. Je sais que je vais passer par des étapes. Les liens entre les images se font souvent par des éléments graphiques. Ça peut être un personnage qui va faire le lien d'une scène à l'autre, ou un élément de décor, ou un élément comme l'échelle, par exemple, qui peut articuler plusieurs chapitres, ou le lit qui revient, ou les musiciens. La musique aussi, effectivement. La bande-son qu'on s'invente tous quand on lit une bande dessinée, c'est quelque chose qui me fascine. D'autant plus que je fais des récits sans texte du tout, parce que je trouve que la place du texte dans l'image est souvent... Je suis souvent déçu dans la bande dessinée, parce que je trouve que la solution facile de mettre une bulle et de gérer toute la complexité narrative par des dialogues, ça me paraît trop facile. Et je pense que le texte doit avoir la même importance que... À partir du moment où c'est écrit, c'est un travail d'écrivain. Je ne suis pas spécialement un bon écrivain, donc il faut que je minimise un maximum la présence du texte. Voilà. Mais c'est quelque chose... je ne sais pas si on parlera du livre, mais quelquefois je m'y suis vraiment confronté. Comment inclure du texte dans une image sans que ça mange l'image, parce que notre habitude de lecture fait qu'on va tout de suite se précipiter sur des mots qui sont dans l'image, et on va regarder l'image ensuite, et ça va déjà influencer beaucoup l'image. Donc j'aime bien, oui, doser à minima le texte. Et quand il y a du texte, il doit être inclus d'une manière graphique dans la composition. Donc c'est assez complexe. Bon, dans ce petit livre, Oui. d'un tout petit format, parce que les gravures originales qui composent cette édition, sont toutes petites, il y a effectivement du texte. C'est un livre qui a une construction particulière, puisqu'il y a comme une absence de linéarité narrative. Il n'y a pas de fil conducteur, si ce n'est le texte qui vient ponctuer la séquence. C'est au lecteur, du coup, de reconstruire un petit peu le récit au travers des images qu'il va percevoir, avec les titres, les lieux, les personnages. On voit quand même un thème récurrent dans le travail autour de la mort du roi, c'est la lutte pour le pouvoir, la cruauté, la barbarie de l'homme envers ses semblables, envers le monde. On va parcourir ce livre. Il y a peut-être un peu moins d'images. On a voulu s'attarder sur les autres livres. Ici, l'escalier secret, le motif de l'échelle qui revient très souvent, le château des aigles, probablement inspiré des châteaux de Bavière, dans une salle du Svastikon, voilà, un étrange mélange entre la svastika que vous voyez dans les hauteurs et le Vatican. On retrouve la figure de l'arbre, omniprésente, l'arbre de vie la plupart du temps. L'histoire des deux frères, alors là il y a toute une séquence autour des deux frères ici sous la louve du Capitole. Les deux frères, on les voit en bas, et les deux frères, ça se termine toujours un peu mal pour... Alors ce livre-là, en plus, justement on parlait de la différence entre faire des gravures et avoir un livre. Mon idée initiale était plutôt de faire une sorte de tarot, où on tire des cartes et on construit soi-même son propre récit en se faisant un tirage. J'avais fait une première version quand j'étais étudiant, c'était mon travail de fin d'études, où justement j'avais fait une vingtaine ou une trentaine de cartes et imprimé des séries, ensuite mises en série, des répétitions avec des personnages, des actions et des lieux. Je l'ai refait une deuxième fois plus tard. À l'époque, j'étais déjà en Espagne. Et là, on a beaucoup discuté avec... c'était Thierry, à l'époque. Thierry Van Asselt. Qui, lui, a vraiment insisté pour qu'on fasse un livre, parce qu'il pensait qu'un jeu de cartes, ça allait être trop difficile. Étant éditeur de livres, il ne voyait pas comment trouver une place à un jeu de cartes dans le monde de la librairie. Donc c'est devenu un livre, ce qui me frustre un peu parce qu'on doit du coup imposer un ordre que j'ai décidé. Hein. Ça peut se lire comme ça, mais c'est une façon de faire parmi plein d'autres que je m'étais imaginé.
C'est un travail que tu as exposé, entre autres, à Nantes, il y a quelques années. Et du coup, en fait, la séquence narrative n'était pas du tout dans le même ordre. C'est ça. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la pluralité des possibilités. Voilà. Et c'est dommage de ne pas avoir, effectivement, concrétisé. Je vous invite à découper votre livre, si vous l'avez, et à vous faire des tirages. Alors là, je me suis demandé si c'était une référence à une œuvre de Maurizio Cattelan, qui s'appelle Le Petit Lapin. C'est le cas ou Je connaissais, probablement inconsciemment, mais okay. Oui. Non, allez, c'était une sorte. On va rester dans le rose bonbon avec L'Homme armé, qui est un livre assez particulier dans ton parcours, puisqu'il va mélanger pour la première fois une technique de dessin très fine, c'est la gravure en eau forte, et la peinture à l'huile, ici de très grands formats qui vont être reproduits en plus petit. Et donc, à chaque tour de page, eh bien, on a soit une double page de bande dessinée gravée, soit une double page de bande dessinée peinte à l'huile. Oui, c'est ça. Donc là, chaque livre, j'essaye de, pour amorcer pour enclencher mon imaginaire et commencer à créer une narration, j'essaie de m'imposer une thématique. Donc il y a le livre qui Hortus Sanitatis, étant donné que c'était le premier, c'est certes un récit de ville, mais finalement ça tourne autour du récit amoureux. Il y a un couple qui se dégage, le squelette et Marie. Le suivant, ce serait plutôt de l'ordre du récit initiatique. Celui-là, c'est vraiment le récit le comics américain. Je voulais me confronter à ça et voir, moi, avec mon univers de référence, plutôt lié à la peinture renaissante, à l'art européen classique, voir comment je pouvais, quelle appropriation je pouvais en sortir, qu'est-ce qui en sort si moi je veux faire un comics et ça donne ça. Donc voilà. Donc il y a ce jeu de double page de couleurs, parce que dans les comics, à une certaine époque, on faisait 2 pages couleurs, 2 pages noir et blanc pour économiser, pour avoir les tirages les moins chers possibles. Et donc je l'ai fait, mais là c'est 2 eaux fortes et 2 peintures à l'huile, donc il y a un côté précieux qui contredit la production de masse et la colorisation très simplifiée du comics. Et ce paradoxe entre art, peinture, gravure, et violence, la violence des combats, là, jouée par un espèce de Hulk ou rose, avec des scènes effectivement qui sont beaucoup plus découpées à la manière de bande dessinée, à l'image de ce morceau de page là. Oui, là, effectivement, j'ai essayé de m'inspirer justement des cadrages très recherchés du monde des comics, où il y a beaucoup de recherches formelles. On n'est pas dans les cases très découpées. Il y a souvent de grandes doubles pages, etc. Donc je m'y suis confronté. Henri, sur L'Homme armé ? On se demandait si, justement, puisque tu l'as évoqué, ta compagne, c'est Paz Boira, qui fait un très beau travail de bande dessinée en peinture, publié aussi chez le Frémoc. Le fait de travailler sur la peinture, donc sur quelque chose de peut-être plus proche, relativement plus proche de son univers, est-ce que c'est des interactions naturelles, des regards que vous pouvez porter l'un à l'autre sur le travail? Et tu parlais de l'espace de l'atelier aussi, est-ce que c'est des ateliers que vous partagez? On a chacun notre atelier, on a une maison qui est suffisamment grande pour avoir 2 ateliers. Et par contre, on se rend visite tous les jours. On vient voir, on se demande à l'autre, est-ce que tu peux lire, est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours un peu le cas avec Frémoc, mais là, on vit ensemble, donc on en parle quotidiennement de nos projets. Donc oui, il y a inévitablement des échanges. La peinture, en fait, je fais de la peinture depuis toujours. Là, j'avais envie de m'y coller. C'était un travail titanesque, par contre, des grandes peintures, autant de grandes peintures. Je mis vraiment beaucoup de temps à finir le projet. Et est-ce qu'on... Non... on va plutôt se donner des conseils l'un l'autre dans les problèmes de construction de narration, de synchronicité, d'usage judicieux ou pas dans la construction des images, dans les rapports d'images, plus que des conseils techniques. Ça arrive aussi, mais oui. Oui, parce que vous partagez tous les deux de faire des récits qui comportent très peu de mots, voire pas du tout. Donc il faut avoir une grande confiance dans le dessin déjà, et donc dans les lectrices et lecteurs, et réussir à trouver la limpidité nécessaire à la narration, ou alors, si c'est embrouillé, que ce soit volontaire. Oui, voilà, oui.
Ça impose un certain type de récit. Il ne faut pas se laisser embarquer dans un récit qui nécessiterait des mots, ou alors il faut l'assumer et mettre des mots. Il y a un côté très laborieux dans la bande dessinée traditionnelle, et quand j'étais étudiant à Saint-Luc, c'est quelque chose qui m'a très vite décidé à essayer de trouver une voie de sortie, une porte de sortie, une manière à moi de m'approprier la bande dessinée. C'est comment faire pour ne pas passer 90% de son temps à dessiner des cases ennuyeuses et dessinées juste pour servir une narration. Parce que le travail, vous pouvez en parler avec des dessinateurs de bande dessinée classique, dessiner des dizaines de cases avec juste deux têtes qui dialoguent, c'est un travail, c'est laborieux et c'est ennuyeux. Donc comment faire pour s'amuser, pour avoir envie de faire que des cases qui nous plaisent, qui sont des défis de dessin, et que ça reste une construction de livre, une construction narrative intéressante qui a du sens. Il faut jongler avec beaucoup de paramètres. Une petite séquence où le docteur Freud est à la fois un organiste et un astronome. Oui, là encore, il y a des références à la musique qui reviennent d'un livre à l'autre. Dans le premier, il y avait les anges qui jouent de la trompette, là, il y a un orgue. Après, dans le livre sur Wagner, il y a encore plus. Les notes constituent la matière même de l'univers. Mais... Justement, un petit mot, parce qu'on l'a qu'à peine évoqué, puis on en a zappé deux. Oui. Les choix musicaux que tu as proposés, notamment, qui interviennent par rapport au livre, oui. Est-ce que c'est des choix a posteriori ou est-ce que c'est des choix a priori, c'est-à-dire ce que tu écoutais quand tu travaillais? Est-ce que tu avais des bandes-sons iconiques qui te permettaient de revenir dans l'univers du travail? L'homme armé, le titre vient vraiment de la chanson, enfin du morceau... qui s'appelle L'homme armé. Qui s'appelle L'homme armé. Je l'ai mis au féminin, pour le coup, L'homme armé. Il y a souvent des jeux masculins-féminins. Comme dans le livre précédent. Oui. On va passer directement peut-être et un peu plus rapidement au livre suivant qui est Danse. Et puis il est certainement plus proche de toi puisqu'il a été publié l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant peut-être 2 ans déjà, oui. C'est un travail colossal de 72 eaux-fortes. Alors Henri me disait ça ce matin, il t'avait entendu dire que c'était le premier de tes scénaristes finalement, puisque tu n'as écrit que... Enfin, pour l'instant, tous les livres, c'est toi qui les as écrits. Cette fois-ci, c'est Wagner. Oui. Tu t'es frotté à l'œuvre monde de Wagner, l'Anneau, la tétralogie de près de 15 heures de musique, de théâtre. C'est une commande que tu as fait le domaine de la Pommerie. C'est ça. Qui est un lieu de résidence, un lieu de rencontre. La commande initiale, c'est d'illustrer un livre qui fait se côtoyer la dernière mise en scène de l'Anneau, c'est ça, hein? Oui. Comment il s'appelle, Waldorf, non Oui, c'est ça. Castorf. Castorf. Donc voilà, Aurélien Glaise m'a contacté un jour en me disant voilà, on a fait avec la structure de la Pommerie, on a fait un catalogue pour référencer un peu la dernière mise en scène de Castorf sur le ring. On va ressortir une version plus luxueuse et on se demandait si tu accepterais d'ajouter des gravures dans cet ensemble-là. Donc j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, mais le problème, il m'a envoyé le catalogue, etc., c'est que c'est un catalogue sur une mise en scène, donc qui est déjà très abondamment illustré par des photos, des croquis, etc. Et je ne voyais pas très bien comment je pouvais me greffer, mon univers n'étant pas particulièrement immédiatement en rapport avec Wagner, ni avec Castorf. Donc je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un récit à part? Moi, si ça l'intéresse, et en fait il était partant, il était très content. Donc j'ai fait ma propre mise en scène, en sachant que c'est paradoxal, puisqu'on part d'un opéra qui est du son et du mouvement, enfin des acteurs sur scène, et on en fait un livre qui est sans texte et sans musique. Donc, alors tu trouves quand même tout un tas de trucs, d'astuces pour évoquer une forme de musicalité. On va le voir à l'image. Juste avant, en fait, quelques photographies. C'est ton atelier, du coup? Oui, c'est mon atelier. Hein, ces petites photos, elles apparaissent à la fin de ce livre qui circule, là. Brynhilde. Brynhilde. Brynhilde.
Alors là, il y a plein de noms de personnages que je vais avoir oubliés, mais c'est pas très important pour suivre finalement le récit. Pour moi, c'est ton livre le plus clair, le plus lisible, le plus fluide aussi certainement. Et pourtant, tu as dû là résumer une œuvre extrêmement dense, complexe. Alors parfois, tu as essayé de coller à l'œuvre originale, parfois tu as omis certaines choses, et puis tu t'es réapproprié le terrain de jeu là. Oui, alors évidemment, je ne suis pas resté très fidèle à l'imagerie qu'avait choisi Wagner, de Valkyrie avec des casques à cornes. Mais Wagner était aussi une époque de l'arrivée en Europe de l'imagerie indienne, de la fascination pour l'Asie. Donc, mes Valkyries sont plus inspirées effectivement des déesses hindoues, indiennes. Et Kali, entre autres. Kali, oui. Qu'on va retrouver du coup, et qui est le personnage principal, hein, c'est celui qui va clore le récit. Oui. Alors, très intéressant, un petit peu comme dans un livret d'opéra, là, on a tout d'abord tous les personnages qui nous sont présentés avec leur nom, leur physionomie, et puis ensuite, on a les décors qui sont donc vides de personnages, et toute cette iconographie va être ensuite mélangée dans une épopée assez incroyable, je trouve, tant tu y fais un condensé de tout ce qu'on a vu au préalable, mais encore une fois avec quelque chose de beaucoup plus clair dans la narration. Beaucoup plus de petits mouvements des personnages, tu déclines du coup vraiment des gestes là, et même si certaines formes restent opaques au lecteur, il y a quand même un vrai récit là à lire et qui est captivant, vraiment. Alors voilà les différents décors. C'est ça, j'avais envie de faire une sorte de... Oui, comme les livrets d'opéra, on a les décors, les personnages qui présentent, et idéalement on pouvait... oui, les références sont citées, oui, c'est bien. On pourrait découper pour faire son propre petit théâtre de papier. Voilà, je remets ça effectivement, hein, ce qui est intéressant dans le livre. Alors, j'ai lu qu'effectivement au départ c'était vraiment fait pour faire un petit théâtre comme ça. Et dans le livre on voit bien que d'un côté il y a une figure et de l'autre côté elle correspond complètement avec... Et il fallait faire un jeu pour qu'on puisse réellement jouer faire son petit théâtre de papier en écoutant les 16 heures d'opéra. Pour que les personnages soient... Donc on peut vraiment le faire, les personnages qui sont au dos n'apparaîtront pas dans la même scène que celui qui est sur la face, etc. Et ce petit théâtre de papier, j'en ai fait une autre version en étant invité par Amandine Portelli, qui organisait des résidences pas très loin d'ici. Et j'ai donc une version sérigraphiée qui existe. Alors on a là par exemple la naissance du Rhin, hein, c'est comme ça que et du Rhin vont sortir, qui est encore une origine du monde. Hein. Il y a les trois sœurs là, les trois filles du Rhin qui sont là pour accueillir ce qui sort du Rhin. Il y a un personnage important qu'on va retrouver à plusieurs reprises, qui découpe une partie de la structure de laquelle vont tomber des cadavres pour constituer un charnier comme une sorte de cours d'eau. Décris-nous un petit peu peut-être comment est-ce que tu as procédé là pour choisir les parties de l'œuvre de Wagner, essayer d'articuler les quatre parties entre elles. Oui, il faut que je me souvienne de comment j'ai fait. C'est vieux maintenant en fait. Ça fait quelques années, c'était pendant le confinement en fait. Ah oui, d'accord. J'ai fait pendant le confinement. Il y a des éléments vraiment qui me paraissaient très importants. Le nain, c'est le nain qui crée l'anneau et puis qui veut voler l'or du Rhin, c'est la première scène, une espèce de scène d'excision, et de là on passe dans le monde plus concret, on entre dans l'histoire, donc il y a le flot des morts qui commence à partir du moment où l'anneau existe. Je me suis pas complètement planté avec Jabba le Hutt, là, non, c'est bon. Oui. Il est informe, il est décrit comme un informe, donc voilà, une sorte de proto.
Là, une scène très importante sur l'une des deux montagnes. Et on voit bien, là, en fait, la déclinaison du mouvement dont je parlais. Oui, Hein, oui. Voilà, donc il y a le loup et le chien. Beaucoup plus de mobilité des personnages, je trouve, dans ce livre. Une fluidité des mouvements. Oui, ça vient sans doute du fait que je suis malgré tout parti d'une scénographie. Donc il y a beaucoup de jeux de scènes qui permettent de raconter le récit. Je me suis appuyé malgré tout là-dessus. Donc les scènes restent dans un lieu, il n'y a pas de grands mouvements, et il faut transmettre ce qui se transmet normalement par le dialogue et le chant, par des attitudes. Ces petits signes en haut, là, comme des notes, qui sont à la fois une monnaie d'échange, la matière que constituent les choses, et puis le son aussi, hein, qui revient autour des dieux, qui revient pour reformer une épée. Voilà un truc, une astuce que tu utilises pour évoquer le son, là, dans un récit muet. Oui. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Depuis tout petit, je me souviens que je devais lire tout seul des Tintins, et mes parents n'avaient pas le temps de me les lire. Je ne savais pas lire encore, et j'étais fasciné par me raconter l'histoire en n'ayant accès que au dessin. Et il y avait toujours le personnage de la Castafiore, il y avait ces notes qui volaient partout, et je ne savais pas du tout quelle chanson elle pouvait chanter. On se doutait qu'elle chantait mal, on ne savait pas pourquoi, mais j'essayais je pensais naïvement qu'il y avait sans doute un réel bande-son qu'avait dû imaginer l'auteur et auquel je n'avais pas accès. C'était assez frustrant. Et ça donne ça 40 ans plus tard. Alors à la relecture de ce livre, je suis resté un peu bloqué sur cette image. Il y a comme l'illusion d'une mise au point sur la tête du personnage. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais tu as fait une sorte d'essuyage de la plaque qui permet en fait à l'arrière-plan d'être un tout petit peu flou. Oui. Est-ce que c'est volontaire, ça ? Oui, bien sûr. Oui, il y avait une sorte d'écho au cinéma muet où les bords sont... ou les films de Guy Madine, qui utilisent beaucoup ça aussi, le flou en graissant le bord de l'objectif. Alors là, je ne parle pas du noir, hein, de l'encre. Je parle davantage, par exemple, de l'ours oui. ou de... Oui, ça c'est le côté technique. Comme j'ai volontairement laissé beaucoup d'encre, le pommage se fait... Alors, le pommage, c'est l'essuyage à la paume de la main, avec du blanc de meudon. Se fait délicatement, et donc effectivement, le centre va être extrêmement net, et plus... Oui, j'ai laissé un flou qui m'allait très bien. On retrouve cette fameuse note, là, qui va servir à réparer l'épée. Oui. On retrouve du coup les curseurs du récit d'Heroic Fantasy avec le dragon, là, mais on a l'impression que tu pervertis tout ça avec ton imaginaire. Mais il y a bien un dragon, hein, du coup. Oui, qu'on trouve même dans le vieux film je crois que c'est Murnau qui raconte le ring. Alors, des scènes très étonnantes, là. Ce grand personnage, préservatif à l'œil unique, dont Siegfried découpe la queue, puis découpe différentes parties pour... Oui. Il y a beaucoup d'humour dans... Oui, les dieux, là, sont des espèces de spermatozoïdes qui flottent dans le ciel et qui transportent la musique un peu partout dans le monde. Et il y a une scène où le héros rencontre... c'est Odin, comment il l'appelle dans le Wagner, je ne me souviens plus. Non, c'est pas Odin, c'est le dieu qui apporte la destruction, le dieu qui n'a qu'un œil. Qui s'est fait crever l'œil. Qui s'est fait crever l'œil. Voilà, et du coup, ça donne donc, la forme il y a la scène centrale où ils se disputent, se battent, et puis l'humain l'emporte sur le dieu. Bon, on en parlait tout à l'heure, hein, Kali. Donc, ta Brunhilde, toi, c'est Kali. C'est ça, c'est la déesse qui coupe la tête à l'ego. Là, on a Siegfried qui fend la nature pour aller au château et qui rencontre tout un tas de formes étonnantes. Civilisation. Et puis il va arriver au Valhalla. En fait, il arrive chez les hommes dans le récit. Il arrive chez les hommes, oui.
Encore là, différentes époques, différents mélanges. Les costumes ne sont pas ceux des véhicules. Cette image qui est très belle, la coupée en deux par un grand pilier. Le roi, la reine, que vous voyez sur la droite de l'image. Et le filtre. Alors, à quoi sert ce filtre ? Et d'oubli qui fait que le héros, qui est déjà offert l'anneau à celle dont il était tombé amoureux, Brunhilde, oublie qu'il est amoureux et tombe du coup amoureux d'une autre femme. Et c'est l'amorce du drame final, puisque Brunhilde arrive et n'est absolument pas d'accord avec la situation. Très belle série d'images sur la fin du livre. Je vous ai préservé de cette fin. J'ai vraiment envie que les gens découvrent ce livre dans le détail. Mais il y a quelque chose dans cette fin que je trouve absolument fantastique. Bon, d'abord, cette scène incroyable où, comme elle traînerait une robe de mariée, là, elle traîne ses propres entrailles au sol. Elle vient construire un bateau à l'aide de l'épée qu'elle retire de son ventre pour... Oui, là je m'éloigne par contre du récit de Wagner, parce que normalement elle met le feu, enfin tout brûle. À la fin, le monde prend feu, le monde des dieux est détruit, et c'est le début du monde des hommes. Là, elle repart sur le fleuve. Oui, tu proposes une fin ouverte en plus. Oui. J'aime beaucoup cette image, le mouvement, la mobilité, là, c'est vraiment très beau, très simple. Et quelque chose de très musical, hein, comme tu me le disais ce matin, Henri, là, ces mains comme des chœurs, comme des voix de chœur qui transportent le bateau là, vers la fin de Brunhilde. Oui, et puis, oui, c'est ça. Et elle passe de l'autre côté de l'écran, ou en tout cas elle rentre sur scène et elle rencontre les musiques. Enfin, et là, on ne dira pas ce qui se passe. Mais il y a de très très belles images après cette planche. Quelques esquisses pour parler un peu technique en fait. Comment est-ce que tu travailles tes images ? Moi, la question que je me posais, c'est sur cette plaque et sur laquelle il y a un vernis très sombre. Tu grattes directement ou il y a quand même une esquisse au crayon Alors, c'est assez au préalable ? difficile de faire des esquisses. Les images très complexes, je me débrouille pour la pousser suffisamment sur papier et ensuite faire un transfert. C'est-à-dire que quand je repasse mes traits, pour avoir au moins des points de repère, le vernis est tellement frais qu'il va laisser comme une vague halo qui sera visible en cherchant un peu la lumière pour construire le dessin juste. Mais après, on voit souvent dans mes gravures des repentirs, une sorte de fantôme, comme s'il y avait un crayonné pas gommé. C'est juste que le dessin a été dessiné une fois, j'en étais pas content, je l'ai reverni, mais la plaque a été marquée. Le simple fait de tracer avec une pointe, ça suffit pour marquer. Ton dernier livre, L'Almageste, c'est l'Apocalypse, tout simplement. C'est la mort, une nouvelle danse macabre, mais cette fois-ci avec un très grand format. C'est un livre, vous le voyez, qui est carré et qui propose deux récits en parallèle. Tout d'abord, les observations de Ptolémée qui sont sur les côtés droit et gauche, alors comme un triptyque en fait, hein, enfin comme un polyptyque. On a une histoire qui est très à l'horizontale, enfin très à la verticale sur les deux côtés du livre. Et puis on a l'histoire principale de la mort, des vivants qui se relèvent dans un monde dont la nature a repris sa place, ses droits, un monde constitué d'une végétation luxuriante, de grouillements d'insectes. Oui. Encore la figure de la mort dans ce livre. C'est ton dernier livre, c'est le plus frais. Du coup, tu vas certainement avoir beaucoup de choses à dire. Et on n'a que 5 minutes. Oui, ça tombe bien. Je suis sauvé par le gong presque. En réalité, j'ai plus de mal à parler des livres récents. C'est pas encore transformé en mots. Donc, je suis toujours beaucoup plus mal à l'aise pour parler des livres récents que les livres anciens, où j'ai eu le temps à force d'interviews et de me sortir les verres du nez, je finis par arriver à en dire quelque chose. Là, je suis encore un peu face à mes dessins et sans avoir beaucoup à en dire. Mais
pour moi, il est tout aussi clair que le précédent. Oui. Très bien. J'avais l'impression que c'était le plus obscur, parce que justement, il y a comme deux narrations parallèles qui se rejoignent et en même temps pas tout à fait. Je n'étais pas sûr d'avoir... je cherche toujours le degré d'ouverture maximum jusqu'au point où je risque de perdre complètement le lectorat, ou pas. Bon, je suis rassuré, alors s'il y a au moins une personne qui l'a trouvé clair. Une image du triomphe de la mort de Bruegel. Oui. Et puis, ces squelettes, ils ont encore de la chair autour d'eux, ils ont encore la peau, qui errent et qui découvrent ce qu'était le monde, ou ce qu'est le monde d'aujourd'hui, d'après l'Apocalypse. On les voit errer comme ça. Souvent, la mort est blasée dans tes livres. Oui, c'est comme une mort des pulsions plus qu'une mort. Enfin, il y a une mort on est desséché, les personnages sont comme desséchés de tout ce qui bouillonne à l'intérieur. J'ai mis en parallèle de cette très belle gravure une aussi très belle gravure de Turner qui explique justement ce procédé dont tu parlais en amont. C'est-à-dire que là, on plonge une première fois la plaque dans l'acide mange finement la plaque, et puis on vernit une partie du décor, on replonge la plaque, qui creuse davantage encore le cerne. Toi, tu travailles comme ça, par bains successifs dans l'acide ? En moyenne, une quinzaine de bains par planche, oui. La première, c'est un quart de seconde à peine. Après, je peux jouer aussi avec l'agressivité de l'acide. Il va être plus ou moins dense, plus ou moins concentré, suivant des paramètres. Plus il fait chaud, plus l'acide mord vite, et plus il fait froid. Et c'est la fin, puisque c'est l'Apocalypse.